merci à tout le monde qui est ici, qui a participé. Merci à l'énorme équipe qui m'a aidé tout le long. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait grand-chose comparé à toute la gang qui était ici aujourd'hui. Merci à tous les animateurs d'atelier, les secrétaires, les gens qui étaient à la réception, qui m'ont aidé en dedans, en dehors, puis à vous tous qui étaient ici. Donc, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait ressortir de commun de l'ensemble des ateliers. Puis moi, j'ai des surprises. Il y a des choses que je m'attendais, puis il y a des choses que j'avais vraiment pas d'idée. Quand on regarde, est-ce qu'on doit faire la distinction entre micro, mini et petite habitation? Pour plusieurs, oui. Mais au niveau des architectes, non. On va voir pourquoi. Oh, ben, des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre. Est-ce qu'on devrait appliquer des qualificatifs principalement à un format ou à un mode de vie? À une caractéristique, pardon. Mais là, regardez, c'est intéressant. Autant au niveau des urbanistes que des architectes, ce qui ressort, c'est qu'ils ne veulent pas définir la mini-maison comme étant physique, ils la définissent comme étant un mode de vie. Ce n'est pas une réponse que je m'attendais non plus. Alors qu'on regarde au niveau construction, c'est majoritairement le format qui ont été identifiés. Et c'était au niveau finance, moitié-moitié. Fait que déjà, juste de définir, c'était pas évident, puis on voit des éléments extrêmement différents d'un à l'autre. C'est quoi une mini-maison? Il y en a pour qui ça se définit pas. Par exemple, les urbanistes veulent vraiment, c'est où tu es une habitation ou tu ne l'es pas, puis le reste, ça s'appelle un mode de vie beaucoup plus. Pour les architectes, c'est encore là pas vraiment de définition claire. Pour eux autres, c'est un bâtiment de petite taille. Alors que ce soit micro, mini ou petite, pour eux autres, ça veut tout dire un bâtiment de petite taille. Au niveau de la construction, le terme micro a été principalement attaché aux roues, aux maisons sur roues. Au niveau des finances, c'est toute la différence entre la transportabilité versus fondation qui détermine beaucoup pour eux autres. Puis quand on arrive à déterminer c'est quoi les formats, regardez comment ça joue. C'est assez variable. Mais un dans l'autre, on va pouvoir quand même, tantôt on a pu faire des moyennes. Est-ce qu'on doit considérer l'air au sol ou l'air habitable? La pointe au sol, c'est ce qui majoritairement sort. Mais au niveau des urbanismes, il y a quand même une tendance à regarder au niveau de la surface habitable. Puis au niveau finance, ils vont même un peu plus loin que ça. Parce qu'ils pensent à évaluer aussi les futurs sous-sols même. Hein? Là, vous allez m'excuser. Je m'assois. Guillaume? Oui, je suis là. Oui, tu rajouteras au besoin. OK? Je vais poursuivre. Merci, Richard. Donc, justement, par rapport aux finances, tendances ou même le sous-sol, vous savez, le sous-sol n'est pas considéré comme aire habitable. Par contre, les sous-sols qui avaient plus l'air d'une cave versus les sous-sols aujourd'hui qui ont plus l'air d'un rez-de-jardin, qui sont isolés, qui sont tout à fait habitables, on n'est plus dans la même réalité. Donc, c'était sorti aussi. Le multilogement doit-il être considéré comme une mini-habitation? Alors, oui, car global pour ce qui est des urbanistes, oui. Non catégorique de la construction et non pour les financiers. Vous voyez que c'est bien partagé. Là, c'est sûr que c'est une synthèse. Hein? Nous, on va prendre toutes les notes de chacun des ateliers, puis on va reprendre ça plus à fond et plus en détail. Mais on se disait que c'était bien de partir avec en tête la vision de tout un chacun. Pour ce qui est des résidences principales ou secondes résidences sur un même terrain, alors les urbanistes disent principale, plus seconde si capacité urbaine. Architecture, bien, ça doit être évolutif, c'est ce que j'en comprends. Construction,
Principale ou seconde? Parce que c'est pas moi qui ai rentré les notes, fait que j'en comprends que c'est l'une ou l'autre. Et finalement, finance, principale, ce qui ressortait, c'était en fonction du lot. Si tu as ta maison principale et qu'il y a un autre bâtiment, sur le même terrain, à ce moment-là, il faudrait qu'éventuellement, il y ait une séparation du lot. Sinon, c'était vu davantage comme merci, un accessoire. Ouais. Oui, c'est bon ça. Bonne idée. Je vais inviter les animateurs des ateliers. On a un micro avec 4 ateliers. Oui, Benoît, tu peux ouvrir les autres micros. Oui, ça c'est un bon point. On va venir en avant ici plutôt. C'est la santé, c'est ça. Oui, vas-y. OK. Donc, on est sur nous? Résidence principale ou seconde résidence. Je vais lire ce qu'il y a là, dans le fond, puis s'il y a des points à ajouter sur ce que vous avez eu, vous me le direz. La valeur de l'habitation, la valeur de l'habitation comme telle, oui. Pour l'urbanisme, accès à la propriété, aussi pour valeur foncière. Oui, OK. Mais je ne voulais pas nécessairement commencer, là. C'était pas ça que je voulais dire. Mais alors, empreinte au sol ou air habitable. Dans le volet urbanisme, en fait, je vous dirais que dans l'ensemble, on a eu beaucoup de difficultés à s'entendre sur une définition claire. Je pense que c'est le point majeur là, qu'il faut dire. Empreinte au sol, parce que oui, dans le fond, une empreinte au sol, c'est ce qu'il y a dans nos règlements de zonage. C'est clair, là. On ne peut pas construire en bas de ça plus que ça. Mais tout le concept de mini-maison, tout ce qui va autour de ça, tout pas le marketing, mais la vague, on y pensait plus en termes de superficie habitable. Ce qui nous amène à la deuxième question, qui est le multilogement doit-il être considéré comme une mini-habitation? C'est que oui, l'idée de vivre en mini, ça ne s'arrête pas à 4 murs, dans le fond, une unifamiliale détachée. Ça peut se porter à plein de choses. Ça peut être les logements en sous-sol, ça peut être les maisons, dans le fond, accessoires, ou pas. Après ça, oui, il y a des termes à dire, mais parce qu'on se disait, il y a des maisons de ville qui ont 600 pieds carrés, mais qui ont 3 étages, c'est pas vivre en mini, Fait que c'est un peu comme ça qu'on était comme un peu entre les deux. Et puis, oui, c'est ça, le multilogement, c'était quand même de vivre en mini parce que ça permettait de répondre à ça. Dans notre cas, au niveau de construction, le mot catégorique est très important. Dans notre cas, c'était clair que, compte tenu que, exemple, un loft, un studio, c'est déjà quelque chose qui est défini. Okay? On peut avoir du multilogement avec plusieurs lofts. Un loft, c'est mini. Donc, on voulait vraiment faire la distinction entre mini-habitations séparées versus dire, on va faire des mini-condos. Un mini-condo, dans le fond, c'est un loft. Ça devient une mini-habitation par rapport, là, on ramène toujours ça quand même par rapport à l'aire habitable. Mais dans notre cas, on le voyait plus à ce niveau-là, c'est-à-dire que si on a un condo, on a un loft, ça devient comme une mini-maison. On voulait séparer ça de ça, puis de ne pas le rendre, dire on va faire des complexes de 40 mini-studios ou des mini-maisons annexées tout ensemble. Donc, la prochaine, on se rappelle, il y avait résidence principale ou seconde résidence et la valeur de l'habitation comme telle. Autant il y avait un nom catégorique, autant par rapport à la valeur de l'habitation comme telle pour l'atelier finance, c'était oui, assurément. Je vois pour les autres, oui, accès à la propriété aussi pour valeur foncière. Non, mais abordabilité, accès à la propriété quand même. Non pour la construction. Puis l'autre, je l'avais déjà lu. Est-ce que vous vouliez ajouter des choses sur ce bout-là? Donc, pour en architecture, on parlait d'une résidence évolutive à l'arrière, c'est-à-dire qu'il pouvait servir autant de résidence, autant d'évoluer dans le temps pour changer de projet et devenir quelque chose d'autre par la suite, soit un bureau indépendant, une autre salle, une remise ou quoi que ce soit qui était différent. Donc, c'est vraiment un concept évolutif et non un terme précis qu'on voulait donner au deuxième bâtiment secondaire, qui n'était pas juste un autre bâtiment principal sur le terrain. Ça va? Vous me le dites s'il y a autre chose. On va vous donner la parole, ça ne sera pas long. On refaisait le tour des différentes questions. Les modes de construction, donc sur les normes ou hors normes. L'urbanisme, code du bâtiment ou plus strict. Les architectures, les normes assouplies. La construction, code pour mini.
Et finance, code du bâtiment aussi, là, qui puisse avoir une distinction pour les mini. Ça rejoint la construction. Autre élément, dans le fond, il y avait milieu d'insertion et normes d'objectifs. Je vais vous laisser l'expliquer. Bien, au niveau du milieu d'insertion, en fait, ce qui est beaucoup ressorti dans l'atelier d'urbanisme, c'était que, en fait, des mini-maisons, des mini-habitations, on peut faire ça. On a déjà beaucoup de moyens pour les faire. On peut faire ça un peu partout. Mais attention, on peut pas faire ça n'importe comment, n'importe où, n'importe. Tu sais, il y a beaucoup de attention. Puis il faut vraiment regarder autour, autant dans le milieu rural, en urbain. Bon, on a eu beaucoup de discussions par rapport à ça, mais je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut vraiment que le projet s'insère avec son milieu environnant. Donc, pour la mode de construction, nous, on parlait surtout de normes assouplies. On parlait de mini-maisons, de petites habitations. Donc, on voulait adapter le Code national du bâtiment pour assouplir les règlements, autant pour les bâtiments normaux, d'une maison normale à une maison plus petite, les assouplir, puis permettre, après ça, de venir mettre un code différent pour ce qui est des bâtiments sur roues, qu'on peut autrement appeler sinon roulotte ou peu importe le terme qui est associé à. Sinon, on avait aussi avoir des objectifs de performance au lieu d'avoir des règles contraignantes. Donc, aller chercher des objectifs au lieu d'avoir des contraintes. On voyait ça plus acceptable et d'aller vers un but et non de restreindre pour aller vers une direction. Je pense que c'est bien ça. Donc, dans les autres éléments, urbanisme et architecture, contrariété, définition vague versus finalité stricte, et architecture, empreinte écologique, c'était les deux éléments à compléter. Oui, non, ça va? OK. On passe à qu'est-ce qu'une mini-maison? Alors, en résumé, considérant qu'une micro-maison fait moins de 400 pieds carrés et qu'une petite maison fait 700 pieds carrés et plus, une mini-maison se définit donc comme suit. Habitation fixe entre 400 et 700 pieds carrés de superficie au sol. C'est en premier un mode de vie difficilement quantifiable. 50 parlent de définir un code plus souple ou par objectif, alors que 50 parlent du code actuel minimum. Et ensuite, on passait dans les contraintes. Donc, l'urbanisme, esthétisme, perception, arrimage avec les villes à long terme. On est toujours dans les contraintes. Qualité des promoteurs, bouleversement des idées, valeur foncière, valeur à long terme aussi par rapport à la pérennité. Architecture, normes municipales, code national, le zonage, rentabilité des services municipaux et financement difficile. Construction, rentabilité des infrastructures, financement, perception, valeur foncière, valeur à long terme, loi et le norme, bon, RBQ, etc. Et finance, densité, adaptation future, valeur de revente, zonage, et on aurait pu mettre aussi le financement parce que c'est nouveau. Aviez-vous là-dessus des choses à ajouter? Ça résumait assez. Ensuite, quelles sont les opportunités? Donc, dans le même sens, urbanisme, créativité, innovation, accès à la propriété, espace collectif, méthode douce de densification, plus-value du mode collectif, optimisation du territoire, foncier, ressources, infrastructures, diversification des modes de vie, des valeurs, architecture, donc densité des bâtiments accessoires, repopulation ou revitalisation, coût de construction, accès à la propriété et qualité du style de vie. Pour la construction, donc coût de construction, enrichissement de la population, accès à la propriété, densification, commerces locaux et perception comme opportunité. Et dans les finances, accès à la première ou dernière maison, espace et partage communautaire, projet collectif, économie. Et il y avait un point intéressant, intégration sociale, dont des personnes immigrantes. Un des projets de mini-maison sur une quarantaine d'unités, en a 14 que c'est des personnes immigrantes qui arrivent avec un concept que l'accès à la propriété est bien, bien important et que c'est une façon d'y accéder aussi. Nouveaux acheteurs aussi qui auraient pu ne pas se le permettre. Les ajouts là-dessus, ça va? Alors, quelles actions on peut poser? Donc, réflexion provinciale au niveau du MAMO, l'UMQ. Go, essayons. Obliger le volet discrétionnaire, dépasser le normatif et du jumelage municipal. Au niveau des urbanistes, c'était ce qui sortait. Voulais-tu ajouter à ce moment-ci là-dessus?
Architecture, donc ouverture pour mixité architecturale, révision du code, création d'un guide d'accompagnement, belle idée, amendement du zonage minimum, créer association et formation publique. Au niveau de la construction, donc créer un mouvement québécois pour la mini-maison, uniformiser les barèmes, alors je vous passe tous les acronymes, et promotion. Finance, donc établir un code pour mini, comme on spécifiait tantôt, un code spécifique, revoir les normes de financement, mieux documenter les projets, bilan, retombées aussi, évaluer les retombées, établir des comparables, travailler avec des évaluateurs pour fixer aussi des normes d'évaluation, comme c'est nouveau, créer un fonds pour favoriser les projets SCHL et au niveau des finances, il n'y avait plus de place dans le tableau, mais les financiers et tous ceux qui étaient dans l'atelier étaient très, comme les autres, bien sûr, créatifs. Il y a actuellement, comme il a été dit dans l'urbanisme, il y a une réflexion provinciale sur une révision des orientations. Alors ça, c'était oui. Ah oui, OK. Donc, il y a une ouverture actuellement dans la révision des orientations gouvernementales pour des projets avec une visée d'abordabilité puis une visée de projets collectifs. On me fait signe de la tête que oui, c'est ça. Garder le contact entre nous. Je sais que vous avez la journée dans le corps, mais l'importance des échanges qu'on a eus aussi. Puis là, ça a été un peu plus long à finaliser ça tantôt, mais je voyais l'enthousiasme des échanges. Important. On va vous envoyer le maximum d'informations. Je peux vous dire, il y avait des gens de Desjardins, de d'autres institutions financières qui disaient on est en train de faire nos analyses. Et, attends, je vais le lire avant. Et qui disaient dans les prochains mois, tout ce que vous allez nous envoyer là va servir à notre analyse puis à enrichir notre offre éventuelle ou à bonifier l'offre existante. Donc, là, il y a le Festival des mini-maisons, 12 et 13 août, pour ceux qui ont eu l'information. Il va y avoir, on pourra en reparler tantôt là, à micro ouvert. N'hésitez pas, des mémoires au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire actuellement. Il y a des réflexions importantes. On doit s'en mêler. Dans les évaluations, on disait évaluer l'empreinte environnementale et finalement aider nos institutions financières à enrichir leur positionnement. Je vous disais Desjardins, entre autres, mais ils disent envoyez-nous de l'information, ça nous intéresse grandement. Ça va nous aider autant qu'on a pu avec l'autoconstruction. C'était tout un monde aussi, l'autoconstruction, puis on a mis des balises. Et comme on était dans l'atelier financement, je vous le rappelle, alors il nous disait, bien, ça nous permet d'encadrer les gens intéressés. On n'est pas juste des prêteurs, on a aussi un rôle d'accompagnement. Puis pour nous, ça va être important d'accompagner les gens dans les mini-maisons en donnant des balises, un peu comme on fait dans l'autoconstruction. Et trouver des facilitateurs, c'est-à-dire qu'au niveau financier, ça prend des pionniers aussi. Des gens qui disent, bien, on est prêt à mettre un peu plus de temps là-dessus. C'est une belle formule, c'est intéressant, mais on a des normes ou des critères à atteindre aussi dans nos institutions financières. Alors, il faut trouver des partenaires là intéressés et qui vont faire avancer la cause. Alors, ça fait le tour des différentes actions, contraintes, opportunités et les éléments que vous avez lancés pour définir la mini-maison. À ce stade-ci, est-ce qu'il y en a qui ont des réactions, des questionnements, des points qu'ils aimeraient ajouter sur ce qui a été mentionné? Je vous invite à venir au micro le dire pour qu'on vous entende bien. Merci. Un point, c'est une question. Je me demandais si c'était possible d'avoir la liste des participants qui nous soit envoyée en même temps que le compte-rendu. Comme ça, si on a croisé des gens puis on n'a pas échangé les cartes, ça serait pratique. Parfait. Merci. Venant de la SHL, c'est une bonne chose aussi. C'est intéressant parce que tout le monde ici est d'accord. Oui. Moi, je propose de vendre la liste à 100 $ par mois. L'autofinancement pour créer le fonds. Merci. Juste vous présenter aussi. Oui. Serge Baudette, j'étais dans le groupe de constructeurs. Puis, nous, ça a sorti très régulièrement par toutes sortes de portes, l'histoire du mouvement québécois des mini-maisons comme endroit pour centraliser les efforts, faire la représentation politique,
pour avoir un poids politique aussi. Centraliser tout ce qui se fait comme recherche, développement. Il y a des universités qui sont sur des projets, il y a des études d'impact, il y a toutes sortes de choses qui existent, mais tout le monde se retrouve à faire un petit peu le même travail. On prenait par exemple le fait que ce matin, il y a probablement plusieurs personnes qui ont appris qu'il y avait 31 villes au Québec qui étaient relativement ouvertes ou très ouvertes aux mini-maisons. La liste qu'il a, etc. Là. Donc, ça intéresse plusieurs personnes, mais peut-être que tout le monde font les recherches de leur bord. Puis, on parlait beaucoup de sensibilisation au niveau, ça a été nommé tout à l'heure, là, de la perception des gens. Donc, sensibilisation, formation, accompagnement aux constructeurs, accompagnement aux acheteurs, accompagnement aux municipalités. Donc, ce serait finalement un grand mouvement québécois qui regrouperait les efforts, les ressources et l'accompagnement, sensibilisation, formation. Merci. D'autres questions, interventions, commentaires, éléments qui ont été discutés aussi fortement dans vos ateliers, n'hésitez pas. J'ai un collègue d'atelier ici qui me rappelait de demander s'il y a quelqu'un qui est prêt à partir ça, parce que personne ne s'est porté volontaire. Plein de monde qui avait envie de mettre l'épaule à la roue, mais si quelqu'un a envie de démarrer, le poste est ouvert. Oui, juste à venir au micro, question qu'on puisse vous entendre. Bonjour, Martin Saint-Nom, le maire de Dixville. En fait, l'intérêt pour moi, c'est que j'ai travaillé avec une cohorte, la première cohorte de l'Université de Sherbrooke, pour nous aider dans le choix aussi là, d'aller vers les mini-maisons qui finissaient le bac. Puis, comme monsieur disait juste avant moi, moi, j'ai fait beaucoup de recherches, mais en solo. Et puis, ça devient problématique. Et dans ma municipalité, on a dû à se battre pour des choses. J'ai déjà formé une coalition provinciale au niveau des barrages hydriques. Je travaille de concert des fois avec la Fédération des municipalités. Alors, plus qu'on est, puis qu'on a un pouvoir aussi, parce que la question politique, comme je disais en atelier, les premières personnes que j'ai dû convaincre, c'est mes conseillers municipaux, mes employés, mes citoyens, et c'est très accepté chez nous désormais. Mais je pense que moi, je serais prêt à le faire pour qu'on mobilise nos efforts de concert ensemble. Là. Je vous garantis que, laissez-moi l'été, si vous me permettez, puis je vous promets de vous revenir là, pour septembre et puis que cette association-là démarre. Je m'engage personnellement. Merci, Martin. Connaissant Martin aussi, quand il s'engage, c'est clair. La Fédération aussi va être là pour soutenir, c'est bien sûr. On est dans un projet aussi. Une autre personne qui dit... oui, on vous écoute. En fait, Caroline Côté, je suis à Lévis, simple citoyenne payeuse de taxes. Je n'arrête pas de dire ça aujourd'hui. Moi, en fait, j'essaie beaucoup d'être... Je veux être bénévole, mais on dirait que je n'ai pas de place pour l'avoir. Alors, je vais travailler avec le jeune homme. Moi, je suis prêt à embarquer. C'est vraiment ma mission pour les prochains mois et à venir. Merci beaucoup. J'arrêtais pas de le répéter aux gens dans la construction avec moi, donc ils le savent déjà, mais je fais ma thèse sur l'habitation écologique, puis je suis en train de préparer un article sur les mini-maisons qui va être publié dans une revue scientifique éventuellement. Donc, si jamais vous avez besoin de chercheurs, je suis présent et je vais vous donner ma carte tout à l'heure. Merci, Guillaume. J'allais dire que j'aimerais ça que lui embarque aussi. Là. Guillaume Lessard au doctorat en études urbaines à l'INRS et aussi membre de l'ARPAN. J'ai présenté tout à l'heure une OBNL qui fait firme d'urbanisme à but non lucratif. Bonjour, Laurence-Olivier Néron, directeur des partenariats et du développement pour Ville Nourricière. Comment je vais pouvoir vous aider? Au printemps prochain, on produit un gros événement à Sherbrooke sur les villes durables de demain. Puis ça va être un très beau moment pour mettre de l'avant les initiatives et vos initiatives au beau groupe qui vient de présenter l'association. Merci. Excellent. Ah bien, Claude? Bonjour. Claude Trépanier, habitat multigénération, donc promoteur du projet à l'entier. Donc, je vous invite à
venir au Vieux-Port de Montréal les 12 et 13 août prochains au Festival des mini-maisons pour faire une rencontre du premier comité, là, la cellule qui va faire naître l'Association des missionnaires des mini-maisons. Et en passant, nous, ça fait presque 10 ans qu'on est impliqués dans le domaine et c'est vraiment un instrument de développement économique pour le Québec et je crois que ça a même le potentiel de devenir un créneau d'excellence à quart sur tout le cycle du logement abordable, de la recherche de terrain jusqu'à la construction des maisons et l'assurance qualité. Ben oui, c'est sûr. Il est déjà dedans. C'était un des porteurs depuis plusieurs années, sans qu'elle soit officiellement décollée. D'autres inspirations, questions, doutes, angoisses, commentaires? Jamais dans mes rêves, j'aurais pensé qu'à la fin de cette journée-là, on mobiliserait cette énergie-là. Puis merci à tout le monde. Merci à toi. Puis c'est un peu ça pour ceux qui auraient aimé entendre parler du projet Plus de Sherbrooke. Le but, c'était pas qu'on mette l'emphase là-dessus, mais déjà, Richard a travaillé depuis plusieurs années, a rassemblé beaucoup de gens autour de cette idée-là. Puis dans la dernière année, la vitesse a fait x10. Donc, c'est sûr qu'on est bien heureux aussi de voir ce rassemblement-là et la volonté d'aller plus loin. On va être là aussi, le mouvement des coops, pour certains projets de développement. Donc, on va être là aussi, en tout cas, je m'y engage pour ma part. D'autres questions, commentaires, points que vous avez discutés aujourd'hui? Oui? Abordé rapidement, mais on s'est aperçu, nous, dans notre atelier en urbanisme, que ce matin, on disait que c'était beaucoup pour l'accès à la propriété. Et c'est beaucoup plus large. On s'est aperçu que oui, c'est l'accès à la propriété pour certains projets de logement abordable, mais c'est aussi un mode de vie qu'on disait en urbanisme. Donc, on s'est aperçu qu'il y a aussi des projets, dont celui notamment aussi à Sherbrooke, que c'est pour, pas nécessairement pour l'accès à la propriété, mais pour des valeurs de petite maison, voyager plutôt que s'occuper de sa maison, avoir de l'empreinte écologique. Donc, c'est une vague qui est beaucoup plus large que l'accès à la propriété. Je pense que en tout cas, moi, ça a évolué dans la journée. Puis, ça a été intéressant de voir que c'est vraiment un mode de vie qui devra être encadré, bien sûr, avec de la réflexion, mais ça peut être innovateur. Merci. D'autres commentaires? Allez. Bien, moi, je remercie ceux qui ont organisé le colloque. Puis j'ai été impressionné de voir la qualité des personnes qui sont ici, dans leur rôle, dans leur intérêt, dans leur contribution. Là, je peux parler de mon atelier, mais de ce qui s'est passé en grand groupe aussi. Puis pour ma part, on dirait que ça brise une forme d'isolement dans ma quête. Puis ça nourrit l'espoir. Fait que j'aurais voulu que les gens qui prennent des décisions voient la qualité des gens qui sont ici, la beauté des idées qui sont là, puis tout le potentiel qu'il y a en arrière de ça. Fait que vraiment, moi, ça nourrit l'espoir. Merci. Merci. Mais c'est intéressant de le soulever comme ça aussi, parce que selon les ateliers, il y avait plus ou moins de décideurs. Juste en termes à main levée, les gens qui sont des élus ici, s'il vous plaît, quand même. Hein? Les urbanistes dans la place, qui ont une influence importante aussi dans leur milieu. Les architectes et techniciens en architecture. Merci. Les citoyens promoteurs. Quand même. Les contracteurs, entrepreneurs, constructeurs. Quand même, hein? Belle diversité. Les GRT? Ouais. Un peu partout du Québec. C'est bien. D'autres que j'oublierais, je veux pouvoir froisser comme ça en fin de journée quelqu'un. Ben oui. J'étais avec eux toute la journée. Les institutions financières, les finances. Merci.
C'est bien. En passant, dans notre atelier aussi, les gens disent ça prend des ressources, mais justement, la SCHL a levé la main. On en a aussi des dons et prêts jusqu'à 50 000 $ au départ pour des études, etc. Donc, n'hésitez pas à contacter la SCHL, l'ouverture, l'accompagnement dans vos projets, parce qu'il y a des gens qui étaient du privé et qui disaient j'ai déjà beaucoup de sommes d'investis, puis c'est long et laborieux, c'est pas facile. Puis la SCHL disait on est là pas juste pour les coops et les OSBL, mais pour le privé aussi. Donc, ça vaut pour les contracteurs, les citoyens, et les municipalités aussi y ont accès. Donc, petite plug pour vous qui faites de grands efforts pour essayer de le communiquer de façon importante. Donc, sentant qu'on tire vers la fin, un immense merci à nos partenaires. Je vous les nomme quand même précieux. La Ville de Sherbrooke, Profenex, le groupe Custo qui nous a aidés grandement, Méga Bureau, Entraide Habitat Estrie, Fédération des coops d'habitation de l'Estrie, Isoslab, nos principaux partenaires. Un gros merci. On peut les applaudir d'ailleurs. L'Ordre des urbanistes qui nous... on disait les élus, les urbanistes, on aimerait ça que les gens voient ça. C'est l'Ordre des urbanistes qui nous paye la captation des moments clés de la journée. On les remercie grandement aussi. On peut les applaudir également, bien sûr. Merci à Richard Pinchot d'avoir initié et piloté de main de maître ce projet. Merci, Richard. Ouais. Merci à tous nos bénévoles, animateurs, secrétaires, tous les autres qui ont contribué. Vous les avez vus un peu courir d'un peu partout, et des clés USB avec des signaux comme ça. C'est fini, c'est fini. Alors, merci beaucoup, beaucoup. On les applaudit, s'il vous plaît. Je vais vous demander aussi, au lieu de vous en rendre compte, rendu chez vous, on a une petite pensée écologique, on réutilise nos... vous pourrez les laisser, il y a une boîte dans le couloir, vous ne pouvez pas la manquer. Donc, je vous invite à aller ou les laisser sur les tables, on va s'en occuper pour vos cocardes. Merci beaucoup, beaucoup. Vous pouvez... En fait, vous pouvez le savoir parce que chacun dans vos milieux, vous travaillez déjà. Moi, quand j'entendais, ça brise l'isolement et ça donne espoir. C'est notre cas aussi. C'est le cas pour beaucoup de gens. On est bien heureux de ça. C'est une belle convergence là, qui va porter fruit. Alors, on veut garder le fer chaud. On va s'occuper de ça aussi. On a des porteurs en plus qui vont nous aider. Alors, merci, bon retour chez vous et à la prochaine.